Attention, aujourd'hui, gros morceau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma première vidéo sur le parc Borelli, je vous avais parlé d'un homme illustre à Marseille, un peintre, sculpteur et architecte. Aujourd'hui, on va s'attaquer à son boulot, et pour ça, je vous propose de remonter avec moi la rue de Rome. Bienvenue dans le Marseille baroque. Musique. Alors pour ceux qui n'ont pas compris de quoi que ça cause aujourd'hui, on va s'intéresser à Pierre Puget. On dit de lui que c'est le plus grand artiste baroque de France. Et je l'avais mentionné dans ma première vidéo dans le parc Borelli, vous savez, c'est la statue dans le jardin d'enfants. Je vous remets le lien ici là, pour les retardataires. Teasing au poil. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et pour ça, de vous rendre à l'angle de la rue de Rome et de la rue de la Palue. On commence tout de suite la vidéo par la pause lexicale, comme ça c'est fait. J'ai dit baroque. Le baroque, c'est un style artistique qui est né en Italie, qui s'est répandu au XVIIe et XVIIIe siècle dans à peu près tous les pays d'Europe et jusqu'en Amérique latine. Le baroque, ça va toucher tous les arts. En architecture en particulier, on va se mettre à utiliser à outrance la symétrie. Ça, c'est l'héritage direct de l'architecture classique qui précède. On va aussi beaucoup utiliser les courbures et les ovoïdes, et non plus les cercles. Et on va aussi mettre en scène des frontons très spectaculaires, avec des arcs brisés, des choses comme ça. On va voir ça en image dans un instant, bougez pas. Donc le grand truc dans l'architecture baroque, ça va être le dôme ovoïde. Et ça, on en a un superbe exemple à Marseille, c'est la Vieille Charité. Et son architecte, c'est Pierre Puget. Pierre Puget. Alors j'en dis pas plus sur la Vieille Charité, parce qu'elle mérite une vidéo à elle toute seule. Alors je vous fais une biographie rapide du personnage. Pierre Puget naît rue du Petit Puy, dans le quartier du Panier à Marseille, le 16 octobre 1620. 2 ans plus tard, son père, qui est maître maçon, va tomber d'un échafaudage et se tuer. Et à 14 ans, il va être envoyé comme apprenti chez Jean Roman, un ébéniste. Alors cette histoire de sculpture et de menuiserie, ça va beaucoup plaire à Pierre Puget, qui va entreprendre à la fin de son apprentissage un voyage en Italie sur les traces des grands artistes qui ont étudié déjà avant toutes les œuvres de l'Antiquité. Et on sait qu'il va séjourner à Livourne, Florence et Rome. À 34 ans, Pierre Puget va rentrer en France et s'installer à Toulon pour rejoindre son frère. Là, il va intégrer l'Arsenal et il va participer à la mise en scène et à la réalisation des décors des vaisseaux du roi. Et l'année suivante, il va obtenir la commande du portail de l'hôtel de ville de Toulon. Il va réaliser un balcon supporté par 2 atlantes et cette œuvre va devenir majeure dans la vie de Puget. Ça va lui permettre d'être connu au plus grand nombre. La porte en question est toujours visible sur l'hôtel de ville de Toulon, qui a été reconstruit suite aux démolitions de la Seconde Guerre mondiale, et on peut toujours admirer cette œuvre-là. Je vous laisse vous faire votre propre avis concernant l'intégration de l'œuvre de Puget dans cette architecture contemporaine. Amis marseillais, rassurez-vous, le portail en question est aussi visible dans la salle qui lui est dédiée au musée des Beaux-Arts de Marseille, dans le Palais Longchamp. Pierre Puget va continuer tout au long de sa vie à faire des allers-retours entre la France et l'Italie, et il va s'installer définitivement à Marseille en 1680. C'est à Marseille que Pierre Puget finira ses jours. On est en 1694. Il s'éteindra dans une maison qu'il a construite, une autre maison, dans le quartier, mais qui malheureusement a été rasée depuis. 2 petits mots sur la rue de Rome puisqu'on est là. Elle a été tracée en 1666 sur ordre de Louis XIV. En fait, il a décidé la démolition des anciens remparts médiévaux et la construction d'un nouveau rempart beaucoup plus éloigné qui va permettre d'agrandir la superficie de Marseille et de la tripler. Tiens, petite astuce tant que j'y suis. Quand on voit des rues qui sont parfaitement orthogonales ou quasiment, comme c'est le cas de la rue de Rome, la rue Saint-Ferréol, Breteuil-Paradis, etc., c'est un puissant indice qui permet d'identifier des opérations de planification urbaine. Alors ça ne permet pas de dater l'opération urbaine en question, mais ça s'oppose quand même au tracé, disons, organique des anciennes voies dans les vieilles villes. Et la rue de la Palue, justement, elle n'est pas dans le tracé orthogonal. C'est en fait l'ancien chemin de Rome. Elle va perdre ce nom-là quand on va tracer la rue de Rome actuelle. Voilà, c'est cadeau. Donc vous êtes là devant la maison de Pierre Puget. Il a acheté le terrain en 1681. C'est un terrain un peu difficile parce qu'il est en pointe. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle rue de Rome et l'ancien chemin de Rome. C'est un peu compliqué de pondre une maison à cet endroit-là. Alors c'est difficile parce que c'est un site en pointe, mais c'est un exercice classique en architecture du coup. Alors cette maison, elle est composée d'un rez-de-chaussée avec un entresol,
de 2 étages et d'un attique. Rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué ce que c'est un étage d'attique quand on s'est promené dans le quartier Longchamp. Vous savez, c'est souvent un étage en retrait par exemple, qui n'a pas le même traitement que les étages d'en dessous. Alors jusque-là, me direz-vous, il est où le chef-d'œuvre en architecture là? En fait, regardez en détail. La maison, au lieu d'avoir sa façade principale sur la rue de Rome, qui est flambant neuve, en fait, la façade principale, c'est ce pan coupé qui termine la maison sur la pointe. Et en quoi c'est la façade principale, me répondrez-vous? On le voit parce que cette fenêtre s'ouvre sur un balcon, c'est le seul balcon de la maison d'ailleurs, et il est très mis en scène. Et au-dessus de cette fenêtre, Puget avait même placé une niche circulaire avec à l'intérieur un buste du Christ. Alors évidemment, la sculpture en question, elle avait été réalisée par Puget, malheureusement elle a disparu, elle ne nous est pas parvenue aujourd'hui, et elle a été remplacée par une vilaine sculpture d'un moustachu. Ouais, en fait, il faut savoir que la maison, elle a été pas mal retapée au 19e siècle, et quand je dis retapée, c'est un peu massacré, on a un peu rogné la corniche, on a donc perdu le Christ en question, la vie quoi. Ouais, pour la petite histoire, on a même un témoignage d'Augustin Fabre, je cite. Le maçon, chargé de réparer l'édifice, allait raser les chapiteaux, les pilastres et tous les ornements d'architecture qu'il déclarait n'être que des nids à poussière, lorsque le président Fauvis Saint-Vincent, ami du propriétaire et savant archéologue de la ville d'Aix-en-Provence, arrête cette œuvre de vandalisme. On a eu chaud. Alors voilà pour la maison, mais devant la maison, vous voyez une belle colonne avec un buste. Je vous le donne dans le mille, c'est qui le buste? Pierre Puget. C'est pas Pierre Puget qui l'a réalisé, c'est Pierre Puget qui est représenté. Alors pour la petite histoire, on est en 1685, donc la maison sent encore la peinture fraîche, hein. Et François Borelli, premier échevin de Marseille, estime qu'il faut installer là une fontaine à l'usage des habitants et aussi du bétail. Tiens, François Borelli. Ouais, François Borelli, on en a déjà parlé, rappelez-vous, c'est le tonton de Louis Borelli qui a commandé la construction de la Bastide. Vous vous souvenez? Bref, la fontaine est réalisée, les années passent. Et en 1801, Charles Delacroix, qui est le tout premier préfet des Bouches-du-Rhône, décide de supprimer cette ancienne fontaine par une sculpture en hommage à Pierre Puget. Et ça va être le sculpteur Étienne d'Antoine qui va s'y coller et réaliser ce buste en Hermès. En Hermès? Ça mériterait peut-être une deuxième pause lexicale, ça, non? Avec plaisir. Un buste en Hermès, c'est un buste généralement coupé aux épaules, posé sur un socle carré plus ou moins travaillé. C'est un modèle qui a été créé à l'époque de la Grèce antique, qui a été repris par les Romains quelques siècles plus tard. Et les artistes de la Renaissance ont redécouvert ce modèle-là, l'ont remis au goût du jour, et ça a été comme ça suivi sur les siècles suivants. Voilà. Bref, à l'époque, le buste, il est posé sur une colonne qui n'est pas la colonne actuelle. C'est une colonne qui venait de l'abbaye Saint-Victor. Ah bah pourquoi? Ah bah parce que ça avait 2 avantages. Le premier, c'est que ça donnait une légitimité à la nouvelle sculpture. On utilisait l'ancien avec du nouveau. Bon, ça passait mieux auprès de la population. Et puis la deuxième raison, elle est financière. Ça coûte moins cher. Et donc la nouvelle colonne aujourd'hui, elle a été réalisée par Jules Cantini, qui était un sculpteur marbrier hyper connu à Marseille, qui a notamment réalisé la fontaine Castellane, mais je m'égare. Allez, assez papoté, je vous propose de vous dégourdir les papates. Avancez-vous vers le nord jusqu'au bout de la rue de Rome. Au passage sur la droite, vous allez croiser la rue du Père Blaise. Vous pouvez aller jeter un œil à cette vieille herboristerie qui date de 1815 et qui a une très très jolie vitrine. Alors la rue de Rome, elle se termine sur le cours Saint-Louis, qui ne doit pas son nom à Louis IX, mais à Saint-Louis d'Anjou, dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent au sujet des fameuses reliques, tout ça. Alors par un moment, le cours Saint-Louis, il s'est appelé le Petit Cours, par opposition au Grand Cours qui est en face, aujourd'hui le cours Belzins. On va y arriver, vous inquiétez pas. Tiens, la Canebière d'ailleurs, avant elle s'appelait la rue Saint-Louis, ça tombe bien, mais bon, je m'égare. Alors vous pouvez regarder cette jolie maison qui fait justement l'angle du cours Saint-Louis et de la Canebière sur votre droite. On l'appelle la Maison du Figaro. Alors, Maison du Figaro, en fait, elle doit son nom à un magasin qui a occupé les lieux pendant un long moment. En réalité, il faudrait plutôt l'appeler l'îlot Chavignot, du nom des commanditaires de l'époque. L'architecte, c'est Mathieu Portal. C'est pas Pierre Puget. Mais Mathieu Portal, il a bossé avec Gaspard Puget, architecte, frère de Pierre. Vous suivez?
mais on aura l'occasion de reparler de ces deux-là quand on aura traversé la Canebière. Alors, à part que le bâtiment aurait sérieusement besoin d'un grand ravalement de façade, la petite histoire est assez marrante. En fait, aujourd'hui, il ne reste plus que 5 travées, mais à l'origine, il y en avait 13. Oui, des travées, des rythmes verticaux. Alors, par exemple, en 1860, quand on a élargi la Canebière, décidément, qu'est-ce qu'on en parle de cette Canebière aujourd'hui, on a tout simplement supprimé une travée. Et donc on a dû reconstituer le pignon qu'on voit donc aujourd'hui sur la Canebière. Et pour l'anecdote, le fronton qui termine la façade tout en haut au niveau du toit, il n'est pas d'origine du tout. À l'origine, c'était un retour de toiture qu'on avait là. Le style baroque sur le bâtiment, on le voit bien notamment au niveau des fenêtres du premier étage. Elles sont comme protégées derrière des balustrades très épaisses. Quant à la toiture, elle est soutenue par un puissant bandeau modelé qui reprend le rythme de la façade, avec des lucarnes. Bien, et maintenant, vous pouvez vous retourner et regarder l'autre bâtiment qui termine le cours Saint-Louis, dans la Canebière. Alors on a retrouvé un permis de bâtir pour cet îlot qui date de 1743. Et on appelle cet îlot l'îlot Puget. On a une belle harmonie de façade, avec notamment de beaux mascarons qui soulignent les clés de voûte. C'est donc Pierre Puget qui l'a réalisé. Eh ben pas du tout. Je vous ai dit que le bâtiment datait de 1743, mais si vous avez été attentif, en fait, Pierre Puget, ça fait déjà 50 ans qu'il nous a quittés. Et pour cause, en fait, l'architecte du bâtiment, on le connaît, c'est Jérôme Bourg, c'est un architecte de la ville. Et voilà, je vous propose d'arrêter cette première moitié de balade sur cette idée reçue. L'épisode, donc, un jour, va concerner la deuxième moitié, donc le cours Belzunce et tout ce qui s'ensuit. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Pierre Puget, évidemment, je ne survole que l'aspect architecture du personnage. Si vous voulez en savoir plus et que le peintre et le sculpteur vous intéressent, je vous conseille notamment d'aller visiter le musée des Beaux-Arts de Marseille, dans le Palais Longchamp. D'ici là, profitez du soleil. Salut!